au Polysécure, épisode sur l'actualité au 26 avril 2026. Et pour une fois, j'enregistre la journée même. Ça va mieux. J'ai mieux réussi à me rattraper cette fois-ci. Passé une très belle semaine, notamment à ITSEC, aller faire une présentation, rencontrer des gens, c'était super chouette, des super belles rencontres. Et d'être allé à Ottawa pour le CISO Open Mic, ce qui a été vraiment une belle découverte pour ce type d'événement-là, ce genre de conversation-là. Fait que je pense qu'on a besoin d'en avoir plus de ce type de conversation-là pour favoriser les échanges, en tout cas du moins au niveau exécutif, pour être capable de se donner un bon coup de main. Shameless Plug, 28-29 avril, CyberEcho, c'est à Newport. Je vais enregistrer plusieurs podcasts. Donc, je vais être assez occupé. Si vous me voyez, interceptez-moi, on va pouvoir se jaser un peu ou même enregistrer si j'ai encore de l'espace pour le faire. Ça me fait énormément plaisir. 9 au 17 mai, le NordSec. Le panel est déjà déjà cédulé pour le jeudi soir de 17h10, je crois, à 18h10. Bref, c'est déjà dans l'horaire. Le panel est en train de se monter, ça va être super chouette. 3 au 5 juin, le Styx. Que j'ai pas raté cette fois-ci pour m'inscrire. J'ai très hâte d'y aller. Ça va encore me brasser un peu comme le BotConf, de découvrir un peu l'écosystème européen, voir qu'est-ce qu'il y en est, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux en tirer, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, les échanges. J'ai beaucoup aimé mon BotConf, fait que j'imagine que je vais aussi beaucoup aimer mon stick. 24-25 juin, Troopers en Allemagne. Ça, c'est sous réserve que les conditions pétrolières s'améliorent d'ici là. On va voir, c'est à réfléchir. 26 et 27 juin, le hack à Paris, la même chose. Je vais y retourner, parce que j'avais vraiment aimé mon expérience de l'an dernier. Donc, je réitère, mais encore sous réserve de la situation géopolitique, comment elle se déroule. Et si ça devient compliqué de voyager, je devrais malheureusement laisser tomber ces deux beaux événements-là. Le 19 septembre, le B-Side, le 1 au 3 décembre, le InSaber Canada à Ottawa, et le 24 et 25 février, Secure 2027 revient. Et on va être encore dans le même lieu. Première section, la grande section, c'est l'intelligence artificielle, comme toujours. Je reviens encore sur Mythos parce que ça a encore occupé énormément l'actualité dans la dernière semaine. Il semblerait que ça ne veut pas mourir, cette chose-là, cette bulle-là, si on veut. Les premières choses, c'est que malgré le blocage de l'exécutif, le gouvernement américain utilise encore beaucoup les services anthropiques et notamment Mythos. Donc, on voit à quel point toute cette dysfonction-là au niveau du gouvernement américain est très problématique. Nous amène peut-être pas à la bonne place, et ce manque de cohérence est assez grave aussi. Puis on voit aussi tout le jeu politique qui se fait pour tous ces services d'intelligence artificielle, à quel point ça a une place importante, disons, à travers ça. C'est un rapport qui dit qu'Anthropic aurait été, ou le modèle Mythos aurait été accédé de façon non autorisée par un groupe, par des accès par supply chain, si on veut. Donc, on voit à quel point le manque de contrôle cyber d'Anthropic n'est pas très élevé. Et ensuite, une série de nouvelles ou différentes analyses qui ont été faites par des gens beaucoup plus connaissants que moi d'ailleurs, pour comparer, un peu comme je parlais la semaine dernière, de ce qui est possible de trouver à l'aide des modèles actuellement disponibles, et d'arriver à comparer ça par rapport à ce que mentionne Anthropic. Et il y a eu d'excellents rapports dans l'ensemble de ce qui a été présenté. Donc, certains décortiquent l'énorme rapport d'Anthropic sur Mythos notamment, et qui vient par mentionner sur le fait que les vulnérabilités sont trouvables avec des modèles inférieurs, avec le fait que c'est pas si pire que ça, le fait que ce n'est qu'une bulle marketing essentiellement qui entoure le fait de Mythos. Donc, ça l'amène un peu la perte de confiance que les gens vont avoir, puisque si ça accouche d'une souris, les gens vont être très, très déçus par rapport aux attentes qui ont été créées par ce genre de choses-là. Donc, on est rendu à un moment où la bulle est rendue démesurée et on n'obtient pas les résultats qui sont attendus. Même si on trouve un nombre extraordinaire de vulnérabilités, celles-ci ne sont jamais mises en contexte. On pourrait juste prendre l'exemple des 271 vulnérabilités qu'on a trouvées dans Firefox. Et c'est pas vraiment dans Firefox, c'est dans le modèle de JavaScript, et celui-ci dans un sandbox aussi. Donc ces vulnérabilités-là n'ont pas l'impact
qui est mentionné notamment. Donc, ils ne sont pas mis en contexte. C'est vraiment un document qui est très, très marketing en termes de contenu. Bref, l'analyse qui en est faite dans les show notes, allez la lire, elle est vraiment très chouette, l'analyse de l'analyse. Puis ça va vous aider les 240 quelques pages de rapports que Anthropic a fait et qui sont essentiellement très, très, très marketing. Donc, c'est encore dans ce modèle-là. Donc, on est encore dans un contexte où on crie au loup et quand on finit par crier au loup, ben, il n'y a plus rien qui va se passer à un moment donné. On désensibilise les gens. Et je pense qu'on est rendu à un stade de désensibilisation qui va être très grave sur l'effet réel de ce que ces changements-là vont avoir sur notre société. Mais en même temps, il ne faut pas les rendre démesurés. En tout cas, bref, c'est un peu fou en termes d'éléments. Mais en même temps, puis ça termine la section sur Mythos notamment, sur le fait que les ciseaux devront changer l'approche. Puis c'est ça qui est important pour autant Mythos lui-même qui est important, que tout ce que l'intelligence artificielle va amener comme changement de paradigme, changement des recherches, changement des différentes facettes de cybersécurité. Donc, on a besoin de changer cette approche-là, donc de modifier et moduler la façon qu'on va devoir changer. Donc, 2026, c'est un changement de paradigme, mais on va devoir le faire de façon très importante. Et ce qui amène aussi un changement sur le fait que la vitesse à laquelle les exploitations tournent, donc on devra patcher beaucoup plus vite, on risque de trouver beaucoup plus de vulnérabilités qu'il va y avoir dans nos systèmes. Donc, il faut à la fois se dépêcher de corriger sur beaucoup plus de systèmes parce que ceux-ci sont beaucoup plus dangereux. Donc, il va falloir qu'on change un peu la stratégie parce qu'on ne sera probablement pas capable de suivre le rythme que ce changement-là va nous amener. Donc, de mécaniser davantage cette approche-là pour réussir à nous préparer à ce qui s'en vient devant nous. Et pour terminer un peu dans le changement de paradigme, puis ça, c'est encore la même chose que pour Anthropic. Une compagnie chinoise aurait trouvé 1000 failles de sécurité dans des produits d'Office. C'est encore des énoncés marketing pour déstabiliser les marchés, probablement. De toute façon, une compagnie chinoise a dû déclarer toutes ses vulnérabilités au gouvernement chinois en premier lieu. Donc, incidemment, ça a armé le gouvernement chinois, ce qu'on n'a pas comme information. Et comme les différents énoncés de Anthropic, il faut en prendre foi à laisser. Est-ce que ces vulnérabilités vont nous amener à un problème d'une gravité suffisamment importante? Est-ce qu'elles mènent à des choses? On ne sait pas. C'est pas connu. Et comme Anthropic, on est encore dans le même enflure, mais pas pour les mêmes raisons. Quand le cas des Chinois, c'est pour atteindre d'autres objectifs pour déstabiliser l'Occident essentiellement. Sous-section suivante, les MCP, j'ai 2 nouvelles là-dessus qui sont intéressantes. Je reviens encore sur ça parce que ça revient malheureusement trop souvent encore dans le flot des nouvelles. Le fait que ce protocole-là est mal foutu pour des raisons que sont par design est vulnérable à des attaques une fois qu'on est rentré dedans et n'a pas appuyé sa création sur toute l'historique de la sécurité qu'on a appris avec les API. Et c'est encore une démonstration à quel point Anthropic, même si c'est un gros joueur au sens où développe de l'intelligence artificielle, il est très immature au niveau de la cybersécurité. On l'a vu avec le fait qu'il a échappé le code de Claude Code, qu'il y a différents éléments qui sont rassociés à ça, qui ne sont pas si importants que ça, ou l'échapper. Fait que bref, ça en est un autre exemple, que le niveau de maturité n'est peut-être pas tout à fait là. Et on ne peut pas accélérer cette maturité-là, qu'on ait le meilleur intelligence artificielle au monde dans les mains. La maturité qu'on apprend à avoir en cybersécurité va avec le temps plus qu'avec le shininess des outils qu'on a dans nos mains. Il y a un site qui, fin des sous-sections, il y a un site qui a élaboré un test pour les intelligences artificielles pour vérifier si ce sont des robots ou pas, qui ne peuvent pas être réalisés par des humains. Je l'ai testé avec Opus 4.7 et celui-ci a refusé de participer en me disant que le challenge était potentiellement par les Race. Puis d'ailleurs, la version 4.7 de Opus est très balisée, si on veut, par rapport au précédent. Donc, peut-être un peu trop d'ailleurs. Fait que je pense qu'il y a comme une course à la pureté au niveau de la protection aussi. Donc, on est comme dans un drôle de facette. Bref, Anthropic installe des spyware, mais pas tout à fait, c'est des dark patterns. C'est qu'il installe des préconfigurations pour les plugins dans les navigateurs web, notamment à base de Chrome, justement pour que quand ceux-ci, les plugins vont être disponibles, ils passent directement sans trop de vérification.
c'est plus du dark pattern, mais c'est un troublant de voir ce genre de réflexion-là, à quel point les règles ou la bonne séance ou les bonnes stratégies ne s'appliquent pas à eux. Donc, on le voit aussi un peu, bref, dans l'univers des tech bros, on est un peu dans la même réflexion. Un article suivant parle des façons de hacker du AI, du LLM essentiellement. C'est intéressant parce qu'il y a pas une facette sur laquelle on devient comme une méta-personne par rapport aux autres. Donc, allez lire, je ne passerai pas à travers. Dans ce cas-ci, Antigravité de l'agent de Google aurait réussi à sortir de son sandbox, puis bon, est dangereux, puis il aurait pu donner des accès de remote code execution pour l'attaquant. Et l'aspect, puis ça, je l'ai gardé que pour le fait que sorti du sandbox, un peu comme dans le cas de Mythos, c'est un peu fascinant que les sandbox soient si mal designés que ça, parce que en théorie, ça devrait être relativement étanche, ou en tout cas quasi très étanche. Et s'ils réussissent à s'en sortir, c'est parce que le sandbox était mal designé d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, je reviens sur le modèle, sur l'analogie que le AI, c'est comme de l'eau, donc ça va trouver n'importe quel trou pour s'infiltrer. Si on a quelque chose d'étanche, c'est le meilleur AI au monde, ça demeure quand même de l'eau, donc l'étanchéité n'est pas capable de passer à travers. Donc, je trouve ça un peu intéressant. Puis là, je commence à penser de plus en plus que ceux qui designent les sandbox pour l'intelligence artificielle n'ont peut-être pas nécessairement la profondeur de connaissances pour réussir à développer des sandbox qui permettent justement de maintenir ce logiciel-là à l'intérieur de celui-ci. Donc, je suis en train de plus en plus de pencher qu'il y a une incompétence essentiellement des designers de sandbox pour le AI et non que les AI sont si bons que ça, ils peuvent sortir des sandbox. Fait que ça, on parle de comme si les sandbox étaient étanches. Mais bref, je commence à mettre ça en doute énormément. Ça fait partie beaucoup des articles que j'ai lus cette semaine qui remettent ça beaucoup en question aussi. Nouvelle suivante, Lovable a un fiasco de relations publiques. Un fiasco sur beaucoup de choses. Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que les bases de données des comptes clients étaient accessibles à tout le monde et les historiques de conversation avec l'agent. Donc là, il y a eu comme oui, c'était supposé, c'était pas posé, machin. Bon, ils l'ont pas très eu. Mais on revient toujours sur le fait que ces compagnies-là ont des maturités ou des connaissances en cybersécurité qui sont pas très élevées, qui n'ont pas la culture par rapport à ça. Donc, on est toujours dans le contexte de vibe coding, machin. C'est un exemple, il va en avoir beaucoup d'autres. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça particulièrement comique, le fiasco et l'incapacité d'admettre qu'ils ont fait des erreurs. Selon eux, c'est une erreur de mise en prod qui aurait ouvert les bases de données. Donc encore, on revient sur le fait que ces compagnies-là, on n'a pas de maturité en cybersécurité, donc une erreur de mise en production aurait tout ouvert. Normalement, ça aurait dû être attrapé par n'importe quelle autre mise en production, ou en tout cas de façon plus mature. Au niveau du kernel Linux, il y a plusieurs. C'est intéressant, depuis plusieurs jours ou semaines, il retire de plus en plus de vieux drivers au niveau kernel. On a vu avec ISDN, par exemple, MRadio, il y en a une panoplie d'autres. Et la raison pour laquelle c'est en train de faire disparaître les vieux drivers, pas parce que c'est plus utile, c'est parce que à la quantité de vulnérabilité qui est rapportée par du LLM essentiellement, ils ne sont plus capables d'entretenir le code et il n'y a pas de personnes qui entretiennent ces parties de code-là spécifiques. Donc, la charge est beaucoup trop grande, donc ça expose inutilement les kernels. Donc, ils sont en train de délester des parties complètes des drivers du kernel. Fait que je trouve ça intéressant, puis ça l'amène un élagage. Oui, ça réduit la surface d'attaque, c'est très bien. De toute façon, quand j'installais mes serveurs Linux, ce que je fais beaucoup moins maintenant, je fais pas de cette façon-là, je recomplais mon kernel en statique avec aucune capacité de loader des drivers et tous les drivers qui étaient utilisés par la machine en question étaient compilés de façon statique dans le kernel. C'était mon approche pour être sûr que j'ai aucune capacité de me faire rentrer dedans par quelque chose à côté, mais là, on voit qu'ils sont en train de délaisser. Bref. Fait que c'est à voir comment tout ça va se dessiner devant nous, s'il va y avoir des nouveaux mainteneurs qui vont réussir à entretenir ce vieux code-là, ou littéralement, il va être abandonné pour toujours pour justement réduire la surface d'attaque du kernel. Dernière nouvelle de cette section aussi, OpenAI a développé
ce qu'on appelle un modèle frontière pour détecter les informations de privacy, le PII, les informations personnelles, essentiellement, qui roule en local, qui est dans Hugging Face notamment. Je ne l'ai pas essayé encore, mais c'est un modèle qui permet de repérer facilement les informations qu'on voudrait protéger. Il va rédacter, je n'ai pas le terme français pour ça, pas caviarder, les parties de texte qui sont considérées comme de l'information personnelle. Je trouve ça intéressant. Je vais l'essayer, voir ce qu'on est. Si ça fonctionne dans le cas, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut insérer ça dans les workflows. Comme n'importe quel AI, ce n'est pas parfait. Je pense qu'a priori, il y a probablement certains ajustements qui sont probablement nécessaires pour les places hors des États-Unis, qui probablement le bassin d'entraînement était un peu plus limité. Section suivante, la guerre. Juste une nouvelle cette semaine. C'est l'Iran qui fait une déclaration comme quoi les équipements réseau auraient été backdoorés par les Américains. La nouvelle elle-même est très étrange parce que c'est comme si par magie ou par la puissance de leur cerveau, les Américains étaient capables de rentrer dans les backdoors des équipements réseau tout quand l'Internet en Iran est barré. Donc c'est un peu étrange. La nouvelle n'est pas claire sur comment les Américains auraient pu, à distance, désactiver les équipements réseau iraniens dans la perspective où l'Iran a déjà coupé ses accès Internet. Il parle par satellite ou par magie essentiellement. Ça laisse présager que c'est probablement de la désinformation. L'Iran est très, très fort sur cet axe-là. Et la Chine s'en sert aussi pour amplifier des messages. On est vraiment rendu dans un contexte où il y a des attaques à la confiance des fournisseurs américains comme étant des éléments backdoorés. C'était très intéressant de voir ça se passer devant nous. C'est un peu triste parce que on n'est pas dans un contexte qui est joyeux. Et c'est souvent dans ces contextes moins joyeux-là que certaines choses comme ça se présentent et qu'on va les étudier. Et il faut se protéger, ou pas autant que les Américains ont nécessairement des backdoors dans tous les systèmes, que la quantité de désinformation qu'on fait face nous place dans un apprentissage à comment gérer cette nouvelle façon-là de voir les choses. Section suivante, la souveraineté. Deux nouvelles intéressantes. La première, c'est Matrix in Europe. Essentiellement, c'est le développement de la plateforme, l'usage de la plateforme Matrix par Element, qui est un très gros fournisseur privé de Matrix, qui est une plateforme de collaboration type Slack, là, si on veut. Je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est très intéressant. Et cette nouvelle-là, comme beaucoup d'autres en souveraineté numérique, je trouve intéressante parce que ça va rajouter un peu de dynamisme dans l'écosystème. On n'a plus un gros fournisseur qui est un peu enclosé, il faut le dire, et qui est partout maintenant. On a des plus petits fournisseurs comme ça, crédibles, avec des produits robustes. On va être capable de remplacer ces produits un peu plus gros, si on veut, de ce fournisseur-là américain, et ça va réinjecter de la compétition dans le marché. Puis c'est probablement l'aspect que je trouve le plus intéressant dans tout ça. Pas autant qu'on va déloger une compagnie américaine, qu'on va ramener ce challenge-là, cette compétition-là qui permet d'amélioration continue de permettre l'ouverture sur des protocoles ouverts, notamment. Et c'est aussi ça en Matrix qui est très intéressant, c'est que c'est la souveraineté qui n'est pas fermée sur elle-même, une souveraineté qui est ouverte vers le monde. Donc, c'est intéressant de voir l'usage de protocoles ouverts et comment ces protocoles ouverts-là vont permettre d'élargir plus que de se refermer sur soi-même. Fait que je suis très, très emballé par ces changements-là. Ça me ramène dans mes années un peu plus folles où il y avait un peu moins de grandes compagnies qui contrôlaient tout. On était dans de plus petites compagnies ou de plus petits startups ou qui permettaient justement ce dynamisme-là sur le marché en général. Fait que jamais, en tout cas, bref, je trouve ça très bien. FCC rajoute les routeurs de type hotspot pour la règle l'interdiction d'importation. Je l'ai mis en souveraineté parce que c'est vraiment l'usage de règles commerciales par les États-Unis pour punir la Chine, en l'occurrence, sur le fait de vendre des routeurs comme ça. Il n'est pas dit que la Chine ne cache pas du code en arrière et tout ce que ça comporte et tout. Là, puis on n'est pas tout à fait dans cette zone de réflexion-là. Mais l'usage qu'on est fait à l'heure actuelle, c'est vraiment d'un contexte commercial parce que le présent gouvernement américain n'est pas très axé sur le renseignement ou
la protection de la souveraineté au sens comme ça, plus que d'un esprit, d'une réflexion commerciale pure et dure. Là. Le président l'a dit abondamment qu'il aime beaucoup les tarifs, donc c'est son approche à lui de punir les pays qui ne collaborent pas avec les décisions qu'il prend. Bref, fin de cette section-là, la section suivante, Privacy. Première, c'est une faille dans IndexDB qui finalement permet de maintenir l'identité du poste dans Tor, malgré même si on fait recycler ça. C'est un bug, donc mettez à jour pour si vous voulez voir absolument être anonyme. Null Room, un chat, un clavardage peer-to-peer qui permet justement d'être sécurisé. C'est intéressant, une petite application. C'est pas très simple à utiliser, ou simple ou pas. En tout cas, bref, ça permet, mais ça assure la confidentialité des informations si on a des petits coups à échanger. Personnellement, je préfère plus Proton avec l'effacement automatique des messages, mais pas Proton Signal, ça me permet justement d'arriver à cet état-là. Mais bon, bref, cela étant, si c'est pas suffisant, il y a d'autres moyens. Le Proton, justement, le président de Proton parle de la vérification d'âge sur Internet comme étant un problème. Effectivement, c'est un problème, mais lui-même a des intérêts cachés là-dedans puisque c'est dans l'intérêt de sa compagnie. Mais bref, je partage quand même le fait qu'on est en train de dénaturer le fonctionnement d'Internet pour des besoins régionaux qui s'inquiètent sur la façon que les gens utilisent les technologies, surtout les jeunes utilisent les technologies. La nouvelle suivante, Apple vient de corriger le bug qui a permis au FBI de retracer les messages Signal, même si ceux-ci avaient été effacés. La nouvelle relate le fait que c'était dans les logs dans lesquels ces informations se trouvaient et non dans une cache. Donc, essentiellement, c'est la correction qui a été faite. Donc, j'ai pas remarqué le numéro de version dans la nouvelle, mais bref, la nouvelle dernière version de iOS devrait corriger ça, donc c'est plus là. Et Signal a célébré le fait que Apple a corrigé ce problème-là. Une nouvelle qui dit, et certainement pourquoi vous devriez refuser que votre médecin enregistre la séance qu'il y a avec vous, puis il y a beaucoup de facettes à ça qui sont très intéressantes. De la réutilisation, le consentement, qu'est-ce que c'est fait avec, comment le médecin peut l'utiliser contre vous, pour vous, et ainsi de suite. Donc, de vraiment prendre une décision éclairée, c'est très intéressant. L'article est très complet. Je vous invite à aller lire. Le but, c'est pas de remplacer les articles complets. C'est plus de vous attirer vers des nouvelles très intéressantes, puis un peu partager mon point de vue. Certains groupes de protection de la vie privée aux États-Unis commencent à sonner l'alarme énormément. C'est un peu tard, mais quand même, sur la surveillance de masse qui est faite par le gouvernement américain, il faut aller lire les différentes facettes à ça. Il y a beaucoup d'éléments que je ne connaissais pas, que j'ai vus dans les articles qui sont mentionnés, donc d'aller consulter. Session suivante, la loi. Elon Musk ne s'est pas présenté à la convocation qu'il a eue en France par rapport des images pornographiques sur X. C'est un problème. Le fait qu'il ne soit pas allé ne permet pas de lui donner sa version. Fait que dans le fond, il va jouer la victime probablement en disant qu'il n'a pas pu, puis c'est de la censure. Mais c'est un peu étrange d'invoquer la censure quand on parle de pédopornographie. Là. Je suis un peu... c'est d'une absurdité là, sans nom. Et de jouer ces cartes-là. En tout cas, bref. Anyway. Loi séparatisme... Ça, c'est Corbyn qui a ramené cette nouvelle-là, puis je la trouve intéressante, puis c'est d'un contexte français uniquement. Et cette loi permet de faire des blocages Internet de façon administrative sans passer par un juge. Donc, ça élargit la capacité de l'appareil administratif français de bloquer des sites Internet sur la base de critères définis. Et donc, on court-circuite tout le volet judiciaire qui, normalement, permet d'évaluer la pertinence de cette requête-là de blocage. Selon Corbyn, ça ressemble de plus en plus à de la censure. J'ai tendance à penser à ça aussi. D'ailleurs, j'ai parlé plusieurs fois des lois, notamment en Italie ou en France, qui servent à bloquer des sites qui servent qu'à protéger des intérêts commerciaux. Mais en tout cas, bref, comment l'État se transpose dans le protecteur des profits des grandes corporations.
et dans le fond, un peu de résister à l'état du changement et à voir comment on peut peut-être réfléchir la situation et au lieu de protéger bref, il y a beaucoup d'espace à la philosophie. C'est à réfléchir, mais dès que ça commence à embarquer dans de la censure comme potentiel le problème de l'administratif, donc de l'exécutif, c'est qu'il n'a pas la profondeur de réflexion que le judiciaire pourrait avoir et d'amener une phase comme ça. Donc, ça nous amène dans un contexte de potentiel de censure qui est important. Bref. Les adolescents australiens contournent les règles de blocage des médias sociaux. Cette nouvelle-là ne me surprend pas, même au moment où la loi a été mise en place, c'était pas surprenant, ça laissait se faire. Ce qui est mentionné, ils utilisent des VPN, ils utilisent des choses pour tricher les règles de vérification, c'est correct, on s'attend ça des adolescents aussi, là, dans l'absolu. C'est pas très grave. Et ça ne met pas, pour mon point de vue, ça ne met pas en péril les lois qui sont en train de se mettre un peu partout. Puis il y en a vraiment partout des lois maintenant là, en Europe, mais qu'on s'en va en Amérique aussi. Il y a plusieurs facettes par rapport à cet élément-là. C'est plus l'uniformité de ces règles-là à travers le monde qui va finir par avoir un effet réel sur l'application et de mettre de la pression sur ces compagnies-là pour réduire de plus en plus le fait que les jeunes aient accès, les adolescents essentiellement, ou réduire le volet toxique de ces algorithmes-là. Donc, bref, de voir comment ça va changer, mais je trouve ça intéressant que beaucoup de pays, d'États ou de provinces emboîtent le pas avec cette façon-là. Donc, je pense que la puissance du mouvement va régler le problème plus que le fait que je ne me rappelle plus le pourcentage qui est marqué dans l'article, mais je pense que c'est 50 ou 60% des adolescents qui continuent à accéder. C'est pas surprenant, puis ça va demander un peu plus de vigilance de la part des compagnies, mais de comment tout ça va s'articuler dans les prochains jours et semaines, ce qui va être intéressant, le prochain mois probablement plus. Voir comment ça va aller justement de nous amener à un meilleur niveau de conformité, pas parce que les jeunes vont être moins habiles, mais parce que les mesures de contrôle vont être beaucoup plus efficaces. Mais il ne faut pas retomber de l'autre côté si on prend la nouvelle avec le chose de Proton que sur Internet, on va vérifier l'âge partout. Il faut trouver une forme d'équilibre entre les deux pour réussir à stabiliser, mais en même temps, il y a tout un volet qui justement sert à protéger le développement des enfants et des adolescents. Et il faut trouver une façon de le faire qui est respectueuse de la vie privée et un peu tout ça ensemble. Et justement, dans cette idée-là, le Colorado, finalement, a passé sa loi justement de vérification d'âge en excluant les solutions open source de celle-ci. Donc, c'est un gain, en quelque sorte, pour éviter qu'on insère dans des logiciels open source des vérifications. Donc, c'est juste les grosses compagnies commerciales qui auront le fardeau de devoir assurer la vérification. Section suivante, le rouge. La première est très intéressante, puis c'est du SIOPS. Essentiellement, vous n'avez pas besoin d'attaquer le système, vous avez juste besoin de faire croire aux gens que vous l'avez hacké le système. Puis il y a même un use case qui est montré, c'est super chouette. Et effectivement, dans un contexte où l'information est de plus en plus importante, mentionné comme justement avec Mythos, le fait qu'ils utilisent toute cette perception-là qui sont en avance, dans le fond, qu'ils ne sont pas si en avance que ça, leur donne une capacité de négocier avec les rentes de financement, des acquisitions et tout ça. Donc, on est dans un univers où le SIOP, c'est très, très fort. Puis ça, c'en est un autre exemple qui peut être dommageable à certains égards pour les compagnies. Nouvelle suivante, puis celle-là aussi très intéressante, elle parle d'un problème entre Apple et Visa. Et d'ailleurs, si vous avez un iPhone, vous avez Transit Express activé sur votre téléphone iPhone et que vous avez Visa, désactivez-le si vous ne planifiez pas l'utiliser, puisqu'il y a un problème de sécurité associé exclusivement avec Apple et Visa. Sur Android, il ne l'a pas. Puis avec Apple et Mastercard, il ne l'a pas. Donc bref, c'est vraiment très, très précis. Et l'article est intéressant, puis là, au-delà du fait que désactiver-le parce que c'est un risque, ce que j'ai fait. Puis il n'y a pas tant de fonctions comme ça, du moins au Québec. C'est plus quand je vais en Europe que j'utilise ce type de fonction-là, donc faites plus vigilant. Bref, l'article ne capitalise pas vraiment sur le problème lui-même, mais que ce problème-là vit à la frontière de deux compagnies et qu'aucune des deux ne prend la responsabilité du problème. Et comme la frontière n'est pas claire, donc c'est comme un no man's land dans lequel la vulnérabilité, en l'occurrence, vit et que personne ne prend en charge. Donc, c'est très, très intéressant comme regard sur ce que c'est justement d'être vigilant dans les chaînes d'approvisionnement et qui a la responsabilité de chacun des morceaux pour s'assurer que justement on ne soit pas dans une zone où personne ne prend la responsabilité
problème de design ou d'une habileté quelconque, justement, puis laisser ça dans le vide comme ça parce que ça devient la responsabilité de personne, essentiellement. Nouvelle suivante, la France a encore subi une énorme fuite de données. Dans ce cas-ci, c'est l'agence qui s'occupe des demandes pour les papiers officiels, passeport, carte d'identité, ainsi de suite, aurait perdu 19 millions d'enregistrements. La France est vraiment très, très touchée. Puis pour faire un lien avec ce que je parlais à l'ITSEC, quand je faisais une notion de la souveraineté numérique, et qu'il faut faire attention, il faut s'y préparer, parce que d'un point de vue canadien, on n'est pas tout à fait prêt, mais que les Français en parlent depuis longtemps, donc sont beaucoup plus prêts. C'est un peu le point de de ma présentation, mais au-delà de ça aussi, c'est comparer les hyperscalars à ces initiatives régionales-là qui n'ont pas nécessairement l'ampleur et la maturité. Puis j'en parlais aussi avec notamment Anthropique, qui n'a pas la culture et la profondeur encore de l'expérience de sécurité, mais de régionaliser ce que les hyperscalars font. En gros, des fois, on va augmenter notre risque parce qu'on n'a pas tout à fait la même profondeur d'information qui appuie ces données-là. Et plus je vois ce qui se passe en France, notamment, puis peut-être parce qu'ils sont plus médiatisés que les autres, j'espère pour eux autres qu'ils sont vraiment juste ça, laisse le fait que ces initiatives régionales-là ne sont pas correctement protégées et bénéficieraient ironiquement de la sécurité d'un hyperscalar en l'occurrence. Parce que là, je parle pas en connaissance de cause, j'ai pas lu le détail, j'ai pas vu les rapports d'incident, j'ai rien. Mais ça me laisse présager que il y aurait peut-être un manque de connaissances ou de profondeur. Donc, j'étais un peu étonné parce que j'ai quand même croisé beaucoup de gens dans l'écosystème cyber français, puis j'ai pas dénoté un problème de culture ou un problème qui laisserait présager ça, mais bref, c'est très dommage, mais bref, mon message là-dessus, si on a une posture de souveraineté, il ne faut pas sacrifier la sécurité au passage. Vaut mieux une solution non souveraine sécure qu'une solution souveraine non sécure. C'est mon take, c'est pas la première fois que je le fais. Il y a des trade-offs à faire, puis il faut le réfléchir correctement. Bref, puis dans ce cas-ci, je ne sais pas si c'est le cas, mais je sais juste que la France sont depuis plusieurs mois énormément victimes. Fait qu'à l'heure actuelle, tous les Français sont dessus le Dark Web, sur Telegram, sur le Dark Web présentement. Donc, je trouve ça un peu dommage comme situation parce que ça détériore la confiance que les gens ont face au numérique. Et beaucoup de gens vulnérables se trouvent à être confrontés à des situations complexes. Bref. Le temps nous dira. Problème avec un autre paquet NPM qui est utilisé pour infecter. C'est encore Team PCP. On est encore dans des contextes de vol assez importants. La nouvelle suivante, qui est un peu une suite de ça, c'est Bitwarden, que son client CLI a été infecté encore un peu dans la même façon. Dans ce cas-ci, c'est d'autant plus grave que ce client-là permet d'accéder à toutes les voûtes. Donc, ça ne durait pas tellement longtemps, c'est qu'on parle de quelques heures. Il y aurait eu plusieurs, je crois, millions de téléchargements. Donc, la potentialité qui ont été volées des clés qui vivaient sur les postes. Et c'est aussi, puis un peu, c'est comme le seul de NPM aussi, c'est un peu ça l'objectif, c'est d'aller voler des clés d'API, les mots de passe, et ainsi de suite. Et ce qui amène le fait que si vous ne l'avez pas testé, allez rouler l'outil Bagel de Boost Security. On en a déjà parlé sur le podcast. Très intéressant. Ça va permettre de détecter tous les secrets, les API, les mots de passe qui traînent sur votre machine. Donc, va réduire la surface d'attaque si vous vous faites pirater. Par exemple, dans la nouvelle, cette action-là, pourquoi le phishing fonctionne encore, même si on sait comment ça fonctionne, la raison, en tout cas, l'article est très simple, c'est qu'on n'a pas d'indicateur facile pour un humain normal de comprendre. On fait appel à toutes les triggers, là, un peu comme les médias sociaux aussi d'ailleurs, font affaire à toutes les espèces de dopamine ou les espèces d'urgence, ou ainsi de suite. Donc, viens chercher des choses qui sont très profondément ancrées chez l'humain, donc manipule de façon très profonde comment on fonctionne. C'est plus difficile de nous entraîner à ne pas réagir. Même si je suis entraîné, je tombe dans certains pièges. Il arrive pour plusieurs raisons, donc on est toujours potentiellement fragile à ça. Je suis plus de ceux qui
vont favoriser un mix de mélange, un mix de solutions techniques et solutions humaines, de processus. Il y a Manlock avec qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a Sandra Robert que j'ai hâte de voir au Québec, qu'on va pouvoir continuer nos conversations. Je parlais énormément avec Ingrid Dumont avec son projet Drift, qui amène des facettes très, très intéressantes à la limite de la technique et de l'humain. Toujours, donc, de cet espace-là, je crois beaucoup qu'on est dans ce regard-là pour améliorer notre posture réellement, pour que le phishing arrête de fonctionner et que mes parents puissent être protégés sans que je doive leur donner un cours de 3 semaines sur comment les choses fonctionnent et que les parents de quiconque n'ont pas besoin de cours très sophistiqués pour réussir à se défendre correctement contre ce type de menace-là. Bref, section suivante, bleu. Déni de service, Mastodon et Blue Sky ont été victimes de déni de service. Dans le cas de Blue Sky, c'est un peu plus désastreux pour un service qui est soi-disant décentralisé. La plus faible résistance que ça a eu à cette déni de service-là est un peu lamentable, en l'occurrence. Quand on voit un service comme Mastodon, qui lui est réellement décentralisé, a quand même assez bien résisté aux attaques. Les serveurs répartis sont plus difficiles à mettre down. Et dans le cas un des nœuds principaux, les nœuds principaux de Mastodon, ceux-ci sont quand même restés un temps en absence de service pendant un certain temps, mais ont pivoté très, très rapidement, justement par la nature décentralisée de ce fonctionnement-là. Donc, il y a juste ces nœuds-là qui ont été momentanément non disponibles. Donc, les communications sont juste reparties une fois que ces nœuds-là sont redevenus disponibles de par le fonctionnement du système décentralisé qu'est Mastodon. Donc, c'est intéressant, puis ces réflexions, puis je suis beaucoup plus... Parce que j'aime beaucoup les services décentralisés, ça a beaucoup d'avantages. En tout cas, bref, on parle de souveraineté, on parle de matrice. On est un peu dans ces réflexions-là, de retourner à comment c'était dans les années 90-2000, où on n'avait pas de points centraux, de gros centres de données dans lesquels tout l'univers résidait essentiellement. Bref, nouvelle suivante, le bruit de fond est indicateur des nouvelles vulnérabilités qui sortent. Il y a une analyse, c'est Grella qui l'a sorti, qui est très intéressante. C'est qu'il voyait à peu près arriver après une dizaine de jours avant la publication d'une vulnérabilité, des signaux qui donnaient voir des balayages associés à ça. Donc, eux sont capables de voir dans leur immensité d'informations qui sont disponibles que les vulnérabilités sont en train de sortir. Donc, on serait capable d'anticiper les attaques ou les attaques montent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des groupes très informés qui ont ces vulnérabilités-là dans les mains avant que ça soit rendu public et qui font des vérifications un peu partout pour voir s'il y a une potentialité d'exploitation de ces vulnérabilités. Donc, très intéressant de voir ça et c'est pas juste aléatoire le bruit de fond sur Internet. Le NCSC UK met beaucoup d'emphase sur le passkey comme un élément de remplacement des mots de passe, qui est une bonne chose. Donc, on commence à voir des organismes gouvernementaux pousser. Kevin Beaumont fait une mention que Dragos a mis dans une des analyses d'un acteur puis il a bien cadré, framé, comme ils disent en anglais, que c'est une tentative. C'est pas parce qu'on fait une tentative qu'on réussit. Puis c'est très intéressant, puis aller lire la publication parce que ça met en perspective que c'est pas parce que on a l'intention qu'on est capable de réaliser. Puis quand on analyse les risques, c'est justement une des facettes très importantes, c'est la capacité des gens. On va grader la capacité des groupes à me faire du mal. On veut évaluer l'intention aussi, mais sa capacité aussi est très importante à évaluer. Donc, si elle n'est pas évaluée, parce que si un n'est pas égal à l'autre, même s'il y a eu des essais, des choses comme ça. Dans la nouvelle station-là, il parle justement des clés au sens cryptographique. Plus vivre trop longtemps, plus c'est un problème. Si les employés quittent, s'il y a eu des problèmes, bon, essentiellement de favoriser des clés plus courts, puis par certains aspects techniques. Fait que, allez lire l'article. Dernière section d'hiver, et tout ce que je ne pouvais pas savoir où placer, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup cette semaine. Mais bref, quantique. Deux articles quantiques très intéressants. Le premier, là, il commence à avoir des articles qui disent de ne pas s'inquiéter avec le quantique. Ils font la démonstration, puis je ne m'y connais pas assez, fait que je partage ça parce que c'est intéressant la réflexion.
Vous pourrez vous dire le contraire si vous croyez que ces articles-là sont faux ou n'amènent pas de la bonne information, mais disent qu'essentiellement AES 228 est quand même assez résistant contre le quantique. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, même si de l'autre côté, il y a quelques semaines, Google a devancé les dates, et ainsi de suite. Donc, il y a comme d'informations contradictoires, puis l'article me semblait très crédible en termes d'analyse et je sens que, bref, je ne sais pas particulièrement dérangé, puis ça me met en perspective les choses. Il faut qu'on migre vers du post-quantique, là. Ça n'arrête pas les choses, mais en même temps, l'urgence n'est peut-être pas là. Fait que bref, il y a encore beaucoup de flou là-dedans. Il faudrait que je parle avec mes amis qui travaillent en quantique pour évaluer ce qu'il y en est vraiment, puis d'avoir un regard peut-être plus éclairé que plusieurs petits articles éparses. Mais en tout cas, celui-ci dit ne pas s'inquiéter outre mesure. C'est quand même pas, c'est pas si pire. Autre article sur le quantique. Un groupe criminel aurait dit que sa crypto sur son rançon logiciel était protégé contre le quantique. L'article est très drôle parce qu'essentiellement, ça fait dire que c'est juste du marketing, parce qu'on est vraiment dans de la communication. Et donc, c'est du AS128 qui est utilisé pour chiffrer les fichiers, mais que c'est pas résistant au quantique. En tout cas, bref. Mais c'est l'autre article. Bref, anyway. Autre article sur Graphene OS, là, il y a l'air d'avoir encore une chicane. Puis je trouve ça drôle. Je suis curieux parce que j'aime beaucoup ce système d'exploitation-là. Pour le vivre à l'extérieur de l'écosystème Google, quand on ne veut pas être pisté par Google. Donc, quand on n'a pas besoin de tous ces avantages-là que nous amène le fait d'être pisté. J'aime beaucoup ce système d'exploitation-là. Et encore, surtout dans les nouvelles, parce qu'il semblerait qu'il y a des chicanes puis des facettes comme ça. Fait que je suis un peu fasciné. Fait que ça arrive souvent, fait que je le ressors parce que j'aime le système d'exploitation, mais je comprends pas les chicanes qui sont avec. Puis même ce qui m'est montré ne me permet pas de comprendre le pourquoi des chicanes en cassant. Donc, bref, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer d'où tout le backstory qui amène ces chicanes-là, j'apprécierais énormément parce que j'aimerais vraiment comprendre le pourquoi du comment. Palantir est un peu. Les employés commencent à sentir qu'ils sont un peu du côté des bad guys. C'est un rappel que les employés sont sensibles à ce genre de choses-là. Il y en a pour qui la mission de l'entreprise est importante, donc ça va créer une certaine désaffection. Mais en même temps, le président s'en fout un peu. Il fait des sorties publiques là-dessus. Puis pour lui, c'est pas. Ça n'a d'aucune importance. Mais c'était quand même intéressant de voir qu'il y a des mouvements internes qui sont un peu plus sceptiques par rapport à ce que fait la mission de Palantir. Carte bancaire avec biométrie. Corbyn a sorti un petit article là-dessus, c'est intéressant, sur est-ce que c'est un moyen efficace pour se protéger, puis remet en perspective que la biométrie n'est que sur la carte, oui, mais en même temps, le PIN est une mesure de repli toujours, donc est toujours disponible, donc c'est pas une vraie protection. Et les capteurs de biométrie des cartes bancaires sont beaucoup moins sophistiqués que ceux des iPhones, donc c'est beaucoup plus facile de réussir à utiliser une empreinte qu'on a récupérée avec mis dans un moule pour tromper la carte en question. Donc, bref, il y a des limites à ce que cette approche-là permet d'offrir, et donc c'est peut-être plus du marketing qu'un bénéfice réel par rapport à ça. Et je finis par deux petites nouvelles sur l'histoire, essentiellement. La première, c'est celle qu'on a découvert, c'est FAS16, qui serait un virus qui a précédé Stuxnet de plusieurs années, qui aurait été finalement la première arme cyber qui a été utilisée. Très intéressant dans l'article parce que ça l'amène un niveau de sophistication très intéressant. Et dernière nouvelle, c'est il parle de discret 11, qui était le mécanisme de chiffrement, en tout cas des postes de télévision en France dans les années 80, principalement un peu 90, quand Canal+ est devenu présent, donc pour protéger son contenu. Et comment c'était fait à cette époque-là pour réussir à protéger, à quel point ça a été rapidement dérouté malheureusement parce qu'ils ont été obligés de faire. Bref, fin des nouvelles de cette semaine. J'espère les sortir plus à date que d'habitude. J'ai réussi à reprendre un peu le contrôle. Je repars un peu dans plein d'escapades. Je suis toujours pas à la maison. Ça me rend un peu difficile. Mais mon workflow est un petit peu meilleur qu'il était, donc j'espère être plus
plus à jour dans ce que je fais. Fait que bref, merci d'écouter, merci de partager des commentaires, merci. La tâche n'est beaucoup à être sec, je trouve ça me touche beaucoup, puis j'aime beaucoup ça parce que ça me permet de recalibrer mon contenu. Parce que j'ai le plaisir de le faire, oui, mais il faut que ça serve aussi ce que je livre. Donc, dans les deux cas, je pense que c'est super positif. Et bref, passez une excellente semaine en toute sécurité.